Bonjour à tous, bienvenue. Après l'inauguration hier du forum des séminaires, les activités ont démarré aujourd'hui sur le site de la Flamme. Tout à l'heure, ce matin, à la salle Hassan Hosni, il y a eu une table ronde autour d'un projet de livre blanc. Comment décloisonner les études sur le Maghreb en France. Ici tout de suite va démarrer une autre table ronde intitulée Que peuvent les sciences humaines et sociales après 2011. Je cède tout de suite la parole au professeur Matt Bedel qui va modérer ce débat. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis très contente que cette idée de commencement, de début d'atelier ait pris forme. En fait, je l'ai conçue un peu en parlant avec les collègues et en nous disant que Enseignette aussi devait marquer quelque chose dans une sorte de réflexion ancrée dans ce que nous vivons. Et je dois dire aussi que c'est quand même beaucoup venu de ma pratique personnelle, parce que je trouve que moi-même j'ai été un peu chamboulée par 2011. Je ne savais pas tout ce que je faisais déjà avant 2011. Quand on me demandait, je tournais en rond. Et maintenant, après 2011, je n'arrêtais pas de dire oui, je ne travaille plus de la même façon sans trop savoir le dire. Donc je suis très contente de pouvoir au moins mettre ça sur la table, parce qu'après 2011, je crois que nous avons tous été un petit peu bouleversés dans nos pratiques. Ça peut être l'occasion de le dire. Et la deuxième idée que l'on a eue en élaborant cette table ronde, c'est que précisément, je trouvais, dans des tentatives d'expliquer ce qui s'est passé en 2011 à l'université, je disais que l'université a été vidée de deux façons. Une première façon, parce que la plupart des arabophones et un peu des anglophones sont partis au Golfe, dans nos disciplines, qui sont effectivement très demandées au Golfe, parce qu'elles sont arabo-anglaises, et qu'elle sait aussi l'université, je veux dire le métier, la pratique, enseigner, encadrer, être en classe, relire des mémoires, faire des cours classiques aussi, c'est l'idée beaucoup, parce que beaucoup d'universitaires ont été pris par ce que l'on a appelé d'une façon trop globale, à mon avis, la société civile. Ce qui n'est pas un mal pour le pays, ce qui n'est pas un mal pour l'avenir, ce qui n'est pas du tout, je ne suis pas en train de critiquer cette déviation des universitaires qui ont beaucoup peuplé les associations, les agoras, précisément, un peu partout dans le pays, mais qui a fait aujourd'hui que quand on se penche un peu sur la vie scientifique, on la trouve un petit peu ébranlée, assez affaiblie par ces deux diarrhées, et aussi un peu, un peu sinistrée, voilà, pour dire le mot. Nous sommes un petit peu sinistrés parce que les arabes et les anglophones et les anglophones qui auraient pu effectivement nous aider dans cette transition absolument nécessaire de remplir un peu les sciences humaines et sociales d'autres horizons, d'autres bibliographies et d'autres intérêts sont partis, et que les sciences humaines et sociales francophones elles-mêmes devenaient plus difficiles pour nos étudiants non francophones. Voilà. Donc 10 ou 12 ans après, je trouve que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez intéressant aussi un peu de récolter vos sentiments, vos impressions, ce que l'on pourrait faire. Et Enseignette, il est un peu aussi né de cette défaillance, de ce constat aussi de difficulté à exercer nos métiers, qui doivent être absolument au minimum trilingues. Je dis bien au minimum trilingues. Nous ne pouvons plus être chercheurs en sciences humaines et sociales sans avoir les trois langues en main. Et donc voilà, je l'ai conçu parce que j'ai conçu un peu une participation qui va être un peu bancale, excusez-nous pour des raisons indépendantes de notre volonté. J'ai demandé à 2 collègues de l'université et puis 2 collègues de la société civile,
comme on dit, et sachant que les deux collègues de la société civile sont beaucoup de l'université. Bien sûr, vous avez bien compris que cet emboîtement aujourd'hui qui est structurel de la recherche et de la pratique, etc. Mais j'aurais voulu deux autres un peu plus purs, si je puis dire, un peu plus chimiquement purs, si je puis dire, un peu comme moi, parce que moi je ne suis pas du tout sortie dans la société civile, parce que je ne sors pas, parce que mes sœurs étaient dans la société civile et qu'il fallait que je fasse des choses plus familiales qu'elles, mais je ne sors pas dans la société civile, je ne vais pas dans les associations, ils le savent tous, je ne signe pas de pétition, etc. Voilà, donc je sais aussi qu'il y a des universitaires qui ne sont pas dans la société civile, peut-être par carence, peut-être par envie, peut-être, voilà, et ils sont un peu minoritaires. Donc j'ai invité mes amis de la société civile qui sont un peu universitaires, on va commencer avec eux, parce que je pense que notre Ferris est injoignable et que Steve Hughes va arriver en retard parce qu'il a essayé de compter de calendrier, mais je suis assez tranquille, je vois assez de personnes dans la salle qui pourraient alimenter les débats. Je vous ai tout dit sur la raison pour laquelle j'ai organisé cet atelier, et puis je vais passer la parole dans l'ordre à Hichem, après à Alain, en attendant que Steve se joigne à nous. Mais la règle aussi, c'est que tout le monde participe, ce n'est pas une table ronde, vous avez vu. Ce que peuvent les sciences sociales après 2011, c'est vous faire des choses aussi, voilà, décidées comme ça en pleine université, alors que c'est une salle dans laquelle il y avait une table et des chaises, maintenant on a des fauteuils. Peut-être un des intérêts de 2011, c'est qu'on puisse faire des tables rondes de façon comme à la télé. Mais voilà, je vais passer la parole à Michel, et puis à Alain, et puis à vous, en attendant que Slim arrive, en vous remerciant beaucoup d'être là, parce que voilà, ce que je voulais, c'était aussi qu'on en parle, qu'on discute et qu'on échange des idées ensemble sur ce diagnostic. Je suis mal assis. Comme tous les profs. D'abord, je vais commencer par l'embarras, la crainte de l'enlisement, de ne pas pouvoir s'en sortir, pour confronter une question aussi vaste que peuvent les sciences sociales. Je ne sais rien au début. Elles peuvent tout, mais elles peuvent rien en même temps, je ne sais pas. Parce qu'à partir de 2011, ça fait plus d'une décennie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais si je devais décomposer pour m'en sortir cette question en plusieurs, une question gigole, que peuvent les sciences sociales dans la transition démocratique, la fameuse transition, que peuvent les sciences sociales en l'absence de l'état du même nom, de l'état social. C'est vrai qu'on n'est plus dans le moment des années 60 avec la génération, le fameux, le mythique groupe 8 ou la génération du CRS, Avocat d'Israël et compagnie, qui effectivement étaient réellement sollicités pour intervenir dans la conception, même si après ils ont été brutalement écartés. Mais à un moment, il y avait un besoin de connaissance d'un savoir social que ne peuvent fournir que les professionnels de la profession commune. Il y avait ça. Nous, on n'est plus dans ce moment-là, mais on est dans un tout autre moment, après une sorte de Big Bang très prometteur, mais en même temps très vite, on a eu l'impression qu'il y avait un chantier tout de suite qui a été ouvert, un champ de possible, comme a dit Jocelyne hier, qui était ouvert, mais en même temps, tout de suite après, ce champ a été, comment dire, balisé ou finalisé, fléché. On est embarqué dans une sorte de circuit fléché qui déjà resserre la question, resserre la réponse à cette question-là. Comment on ne pense plus que peuvent les sciences sociales, mais que peuvent les sciences sociales dans ce processus très exigu et sinueux en même temps, qui s'appelle la fameuse transition. Si je devais répondre d'une manière un peu lapidaire, je dirais commencer par se débarrasser de la transition. Essayer de réfléchir autrement, de manière un peu plus décontractée, au sens strict, sans contrat académique pour commencer. Parce que ce qui est effectivement la raison de notre présence à moi et à Alain, c'est effectivement pour rendre compte un peu d'une sorte de recherche un peu sauvage, un peu informelle, j'allais dire,
de large pan de la société tunisienne, et qu'on appelle société civile par commodité, ou que j'appellerais beaucoup plus modestement le monde associatif. C'est une sorte de vaste champ de recherche qui a été ouvert, qui était, en l'absence d'un État qui subventionne, est subventionné par de nouveaux bailleurs, bon, les ONG, et qui, effectivement, en vampirisant, comme l'a dit tout à l'heure Mal, beaucoup de compétences, beaucoup de sociologues de métier, ou de professionnels des sciences sociales, en même temps, je ne crois pas qu'il n'y a pas qu'un mouvement négatif. Ils ont enrichi, ils ont investi ce vaste champ ouvert par la Révolution, par cette première pente de choc, et qui ont participé, je vais rendre compte un peu d'expérience concrète qu'on a faite dans les associations où je sais travailler, ils ont effectivement enrichi ce qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire ailleurs. Ils ont essayé de formuler une parole au diapason de ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire la recherche de terrain. Le mot fétiche des années 2012-2014, c'était le terrain. Tout le monde fait du terrain. Moi, je veux parler de cette figure du chercheur de terrain sans qualité, le chercheur au sens de musée, voilà, qui n'a pas de ressources, de compétences, d'habillage académique pour sa parole. Cette parole que j'ai appelée un peu sauvage. Bien sûr, il y a de tout. Les sciences sociales, dans ce champ nouveau qui est ouvert aux associations, étaient riches et en même temps guettés par un appauvrissement. Si j'évoque certaines expériences, autant vous dire tout de suite que c'est accablant de nullité, hein. Mais en même temps, on a trouvé des capacités incroyables. Parce qu'ils ne pouvaient pas répondre aux canons académiques, ils ont trouvé un terrain où s'épanouir. C'est le terrain associatif. Le problème, c'est que cette recherche-là, comme la recherche universitaire, est elle-même prise dans une double contrainte. On trouve les mêmes obligations. Dans un double bind, comme on dit, entre l'obligation de résultat, après tout, chercheur pour chercheur, autant que ça sert, et en même temps, dans cette posture qui est celle du temps normatif de la recherche, qui est la bouteille à la mer, si vous voulez. Bon, je fais de la recherche, l'État reconnaîtra les siens après. On verra bien, l'État, quand il voudra puiser ou faire son miel de ces recherches-là, il le fera au moment où il le pourra. On s'est trouvé justement dans cette double contrainte. Je vous donne un exemple pour quelqu'un qui cherche à financer une recherche. La première chose, c'est qu'on a des formulaires à remplir. L'un des premiers mots, je ne connaissais pas, c'était un mot barbare, je ne comprenais rien. Output, c'est quoi les outputs? C'est quoi le public cible? C'est quoi l'implémentation? Du mot que j'ai appris par la suite. Hein. C'est quoi on te demande, on te presse de dire, bon, tu fais de la recherche, je veux des résultats que je peux palper concrètement. Or, c'est impossible, c'est pas possible, on ne peut pas. Je vous donne un exemple d'un projet qu'on a fait à un moment, ou qui est en cours en fait. On a fait une recherche dans l'association HL, je participe un peu, sur ces lieux où la révolution n'est pas complètement morte. On a appelé ça une révolution est passée par là. On s'est dit, quel site on va bien choisir? Après tout, la décrue révolutionnaire est telle, mais on va essayer de choisir des sites où la pertinence garde le sens de nos grandes désespérances du départ, ne soit pas complètement finie, ne soit pas morte, ne soit pas caduque. On s'est dit, on va prendre, bien sûr, aussi on sait construire notre objet, donc on s'est dit, on va prendre un truc social, chimiquement pur, socialement. Allez, le truc qui vient tout de suite à l'esprit, pour quelqu'un qui vient de Béni comme moi, c'est Genève. On va parler de Genève. Bon, sauf qu'il faut parler d'écologie aussi. Donc on va dire, on va prendre une lutte, un moment de lutte villageoise, réelle, qui fait mouvement social par excellence. On va prendre, comment ça s'appelle? La Ouaidir, voilà. La Ouaidir, parce que là, effectivement, toute
tout un village s'est mobilisé pendant, je ne sais pas, 9 mois, plus que 9 mois, pour défendre le droit à l'eau, l'accès à l'eau non polluée dans une région du côté de Touac. Et l'agriculture. Ah, on a oublié, qu'est-ce qu'on se dit, on a notre homme, c'est Adnan El. Donc on va aller à Sman. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, on a un truc très bien articulé, très bien construit, où on retrouve du social, du culturel et de l'écologie. Question majeure, s'il en est, depuis 2011. Mais sauf qu'au moment du terrain, au moment d'y aller sur place, d'essayer de travailler sur ça, on a trouvé à qui s'adresser. Nous, on n'est pas Jami'iyati, on n'est pas des universitaires rompus au terrain, on n'est pas Imad qui ont des apprentis, et on va apprendre sur le tas, parfois commencer. On a inventé un concept à nous, bien à nous, très utile, très opportuniste, je veux dire, pas démagogie, qui s'appelle des hommes récits, des figures qui étaient les porte-voix d'un village, d'un mouvement. On va commencer par là. Donc, on s'est dit, bon, c'est Dawadi, c'est notre homme, Adnan, tout à l'heure, c'est Isman, et puis, c'est pas mal, forcément. Donc, effectivement, cette recherche ne pouvait pas se faire s'il n'y a pas au préalable des connivences, et qui existaient heureusement, des connivences, mais à partir du moment où on a reproduit ces récits-là, effectivement, on s'est retrouvé dans une sorte de redondance, parce que c'est des gens qu'on connaissait avant, et quoi faire? Bon, le deuxième geste, c'est essayer d'aller aux alentours. Ça veut dire, il dit par exemple, telle région fait Za'afran, c'est l'exact contraire de l'expérience de Jamil. C'est des gens qui ont essayé de s'approprier les terres de leurs ancêtres, comme dit Tahar selon ses propres mots, mais qui ont été très facilement récupérés et écartés du jeu. Donc on s'est dit, on va avoir une sorte de cadre négatif qui va nous permettre de comparer. Passer ce cap-là, on a été voir le mec qui était le propriétaire du Henshir Ma'amar Fijim. Il nous a reçus, il nous a sorti plein de documents juridiques, comme quoi il a été dépossédé, le corps et tout ça, mais il n'a pas voulu céder à un entretien, c'était pas possible. Donc ça nous fait déjà un blanc dans le travail qu'on ne pouvait pas combler. Donc cet exemple-là, qui témoigne de deux choses pour moi. La première, c'est qu'on a des opportunités un peu, décontractées, libres, on fait une recherche comme on veut construire notre objet, sans les contraintes ni les canons académiques, ni rien, on fait ce qu'on veut, mais on s'est retrouvé exactement dans les mêmes contraintes que peuvent avoir n'importe quel universitaire. C'est pour ça, dans un second temps, on s'est dit, bon, il faut quand même le savoir universitaire, il a ses vertus, et il faut y aller. Donc, on a fait appel à des universitaires. Donc, cette institutionnalisation, ces institutions faibles, si j'ose dire, que sont les associations, finissent finalement par s'institutionnaliser par la bande et par retrouver les mêmes réflexes et le besoin d'avoir des professionnels qui travaillent réellement le terrain et qui finalement s'adaptent assez vite à ce terrain, à ce champ de recherche qu'est le monde associatif. Donc, l'idée que je veux, dans une première intervention, développer ici, c'est que, contrairement à ce qu'on peut dire par rapport au monde associatif, il y a une sorte de populisme savant qui veut dire que là maintenant, on va chambouler tous ces académiciens avec leurs prétentions, leur arrogance et leur faux savoir, etc. Et on va trouver toute une génération de jeunes bien propres, bien enthousiastes qui vont révolutionner. En fait, non, c'est pas vrai. Cette première vérité n'en est pas une. Cette première évidence tend d'elle-même, puisqu'on se retrouve dans le besoin
de recourir aux professionnels, au savoir académique. Première chose. Deuxième chose, et là j'aborde des terrains un peu plus... c'est que tout savoir a un coût, toute démarche a un coût. Il faut, l'État ne subventionne pas, ne donne pas de subsides pour des recherches au long cours. Ça, on le savait. Donc, on a forcément recours aux fameuses ONG qui vont financer. Bien sûr, tout à l'heure, avant de débarquer ici, on a rencontré une grande figure de la recherche académique en Tunisie. Il dit, c'est le monde associatif, la société civile, c'est du n'importe quoi. Ils sont attirés par le tropisme impérialiste, où ils travaillent pour l'étranger. C'est ça. C'est le fameux procès aux sorcelleries qu'on nous fait, surtout maintenant. Parlons-en, parce qu'effectivement, le rapport qu'on est obligé d'avoir, le monde associatif est obligé d'avoir à l'argent, est problématique. Et en même temps, il faut dire les choses comme elles sont. Les associations de la société civile qui font du travail de terrain, ou de la recherche, qui font de l'activité associative en général, sont obligés à une certaine mendicité. On est dans la mendicité, c'est une évidence. On est du monde. Mais je m'empresse de dire que cette mendicité-là, ces mendiants que nous sommes aussi orgueilleux, pour prendre un titre fameux d'un bouquin très connu. Cet orgueil, c'est ce qui nous sauve. Cet orgueil-là, l'orgueil démocratique, si j'ose dire, nous rattrape, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Aujourd'hui, il y a la figure de l'expert, qu'est-ce qu'il fait? Il calibre son propos, son discours, sa recherche, le plan de son rapport, en fonction des désirata des financeurs. L'orgueil démocratique n'est pas celui-là. C'est que de dire, tu nous donnes de l'argent, merci, c'est sympa, parce qu'on n'a pas, l'État est absent, il regarde ailleurs. Mais voilà notre programme, voilà ce que nous voulons faire. Donc c'est cette fausse polémique. Donc c'est vraiment un cas typique de faux problème, celui du financement du monde associatif. En l'absence d'argent, il faut aller le chercher où on peut, bien sûr pas n'importe qui, c'est clair. Moi, je n'irai jamais à Freedom House, c'est évident, mais on ne m'obligera pas à ne pas avoir d'argent chez, je ne sais pas, Mohamed ou RLS au Luxembourg, pour ne pas le nommer, puisque c'est notre principal bailleur à l'échelle, c'est évident. Donc, cette situation, à un moment, on était effectivement dans une sorte de culpabilité. Comment financer nos recherches qui se veulent révolutionnaires alors qu'on n'a pas d'argent? Donc, cette question-là, moi je crois qu'il faut commencer par... Si tu veux, il y a un champ de recherche qui est ouvert, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le fermer au nom de je ne sais quel danger de la main illicite de l'étranger, comme toujours. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une réflexivité. Il faut que la collaboration, l'articulation soit mieux réfléchie, mieux faite entre le monde des professionnels et le monde des non-professionnels que nous sommes, encore qu'on se professionnalise comme un peu. Voilà, dans un premier temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention dans le vif de ce sujet, presque le pied dans le plat, parce qu'il y a effectivement cette question aussi des moyens de la recherche que tu poses très bien et d'une façon à la fois synthétique et nette, qui se pose qu'un État défaillant et une recherche publique aussi encore plus pauvre que l'enseignement, même l'enseignement c'est beaucoup appauvri en Tunisie, et je ne parle pas des sciences humaines et sociales qui sont véritablement le parent pauvre de tous les investissements dans l'enseignement et dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Je ne parle même pas de réforme, hein, je parle vraiment du train-train et de la routine, hein, même en tout côté de la routine. L'enseignement et la recherche en sciences humaines et sociales sont très très peu pourvus et surtout très peu considérés, très peu attirants et très peu capteurs de l'envie des jeunes de faire des études où ils réussissent, où ils peuvent faire des choses intéressantes. Merci beaucoup d'avoir posé
question que je n'ai pas du tout abordée et que qu'on met sur la table. Et puis je passe la parole à Ale Tampi. Merci Marc, c'est difficile de parler après Michel, surtout avec son approche théorique. Moi je vais commencer par la question que peuvent les sciences sociales elles-mêmes, comme l'a dit Michel, dans un contexte de transition démocratique. Et je vais parler plutôt du côté pratique et parler de notre expérience au forum, utiliser un peu le droit économique sociaux, surtout de la question pourquoi on s'est orienté vers la recherche, et surtout à partir de 2011. Je pense que la première raison, c'est qu'on était en 2011, dans un contexte, même avant 2011, d'abord que l'État a donné le dos aux sciences sociales humaines, donc il faut même dans sa politique d'État, on ne peut pas parler de politique publique sans prendre en considération la question sociale et économique et la question culturelle aussi. Deuxième point, on était dans un contexte, surtout avant 2011, marqué de chiffres erronés sur la question du chômage, sur les autres questions. Et notre seule source, c'était DNS avec des chiffres politisés, on peut guillemets, manque d'études. Et je vais parler de l'expérience en janvier 2012, on était confrontés et invités à une réunion avec 12 ministères concernés, avec leurs chercheurs, avec leur administration, pour préparer un audit de la pauvreté en Tunisie et retravailler sur les indicateurs de la pauvreté. Je pense qu'on a fait 2 ou 3 réunions, et la quatrième, c'est encore une fois une politique qui pèse, avec l'intervention, on ne voit plus les chercheurs nommés par les ministères, on voit que les chargés de mission qui sont dans les cabinets des ministères, des ministres concernés. Donc on a compris qu'on est dans cette continuité déjà de négliger toute participation des chercheurs de la société civile, même malgré qu'on était dans un contexte de transition démocratique. Pourquoi cette recherche, pourquoi cette production de savoir, on était orienté vers cette forme de production de savoir. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux travaille essentiellement avec les acteurs de la sociaux, avec les mouvements de terrain. Et ce forum, avant 2011, il était sous forme de comité de soutien déjà des mouvements sociaux qui a commencé déjà depuis 2002, avec cette vague de mouvements intermondialistes dans le monde, et avec aussi la création du Forum social mondial en 2002 à Porto Alegre au Brésil. Et c'était sa logique de travail en Tunisie, c'était qu'il n'y aura pas un changement en Tunisie en se basant seulement sur la ligne pour la démocratie, la liberté. Donc il faut avoir un cumul de mouvements sociaux, un cumul de lutte sociale pour qu'on puisse arriver à une révolution, ce qui était fait en 2011. Après 2011, la création officielle en mars 2011, la raison d'être et la logique de travail de la FDS, c'était qu'on ne peut pas réussir cette transition démocratique ou cette démocratie fragile et récente qu'après trouver des réponses à la question sociale et économique, une chose qui n'a pas été faite depuis la révolution. Mais le forum a continué son attachement à ces mouvements sociaux parce qu'on croit que ces mouvements sociaux pourront être un vecteur de changement social et sociétal. Donc du coup, il y avait ce travail avec ces mouvements sociaux et ces acteurs en se basant au moins sur 3 axes. Le premier axe, c'est la question data et la question de recensement des données, c'est la question sociale, c'est la question des mouvements sociaux, c'est la question des phénomènes comme le suicide, les tentatives de suicide, comme la violence, comme la migration aussi, et faire une forme de collecte de données chaque mois. Deuxième axe, c'est la question de la recherche-action. Et ça, on était conscient, vu nos résultats aussi dans le monde, surtout dans le cadre du Forum social mondial, avec l'Institut Paulo Freire au Brésil sur la question de l'éducation populaire, avec les autres partenaires en Inde, c'est qu'il y a un besoin en Tunisie de ce qu'on appelle la recherche-action, mais aussi il y a un besoin que le monde universitaire et académique s'ouvre sur la société civile pour
d'abord trouver des moyens de financement à ces études, mais aussi pour se rapprocher des vrais besoins de la population locale, de la population vulnérable, des mouvements sociaux, et qu'on aura des études, des recherches, des policy briefs, des policy papers qui auront des outputs bien clairs, comme tu l'appelais, ou qui auront des recommandations bien claires et réalisables. Donc ça, c'était une dynamique qu'on a créée dans l'optique de travailler avec les mouvements sociaux sur des cahiers de revendications bien clairs. Donc nous, on le dit, on n'est jamais neutre quand on parle et quand on travaille avec les mouvements sociaux, mais on laisse toujours le choix à l'acteur social pour choisir soit le moment de confrontation ou le moment de plaidoyer. Mais il faut, au moment de confrontation, nous serons avec lui, avec la couverture juridique et tous les formes de soutien, mais s'il a choisi le moment de négociation, il doit être doté d'un cahier de revendications bien clair, avec des revendications bien claires. Plus que ça, je pense que si moi je compare le travail qui a été fait durant ces années, il y a beaucoup d'acteurs sociaux, malheureusement après je peux les mettre ces acteurs sociaux sur la carte des élections présidentielles en 2019, et on pourra mettre ceux qui ont voté pour la coalition, qui ont voté pour Kaysar. Il y a des acteurs sociaux qui ont commencé au début, qui travaillent sur la question, sur la question par exemple de chômage et d'employabilité. Le mouvement de Gaspé ne travaille jamais avec le mouvement de Gaspé. Et à un moment donné, il y avait deux sit-ins, je me rappelle très bien, il y avait deux sit-ins, un devant le ministère de l'Emploi à Maastricht, et le deuxième c'est pour les jeunes de Gaspé. Et l'autre c'était à Moulouche pour les jeunes de Gafsa. On avait un événement à Ahmed qui n'a rien à voir avec ce champ d'action. Et on a amené les deux acteurs avec nous à Ahmed, on les a mis ensemble dans une chambre, et partagé leur chambre, et on a joué sur l'humain, mais aussi on a joué sur comment articuler cette lutte des jeunes de Gafsa et des jeunes de Gaspé pour partir du micro qui est l'employabilité et résoudre le problème de chômage à Gafsa et Gaspé, à une échelle macro qui est le modèle de développement et les politiques publiques. Et petit à petit, ils ont commencé vraiment à adopter et à accaparer même ce discours. Du coup, quand on est arrivé à 2019, on a trouvé les mouvements qui ont réussi à avoir une forme de discours relative à la question de politique publique, modèle de développement, changement, ils ont voté Kaysar. Et ceux qui cherchent dans l'instant T une réponse à leurs besoins, ils sont partis avec le résultat. Et après, aujourd'hui, même ces mêmes acteurs, on les trouve soit des gouverneurs, soit aussi dans des ministères, dans différents ministères dans ce gouvernement. Donc ça, c'est vrai, là, peut-être, avec le recul, peut-être aussi nous, comme société civile, par rapport à cette recherche et par rapport aux résultats, peut-être il faut qu'on fasse aussi notre bilan de 10 ans, parce que c'est vrai qu'on a réussi à des moments, mais on n'a pas réussi à d'autres moments. Il y a d'autres phases où aussi notre recherche a été destinée à l'État. Soit l'État soit ici à Tunis, soit dans les régions. Je donne un exemple, celui de Monastir. En 2012, il y avait l'aggravation de la situation de l'abolition de la paix de Monastir, où c'était le chaos d'État. Donc on a fait appel à des experts pour identifier leurs problèmes, pour donner des résultats et des propositions scientifiques. Et on a mobilisé la population locale parce qu'ils ne peuvent plus supporter la pollution dans la région. Bien sûr, les deux acteurs clés à l'époque, les alliés, ce sont les pêcheurs. Donc on a réussi à mobiliser ces pêcheurs. Et il y avait grève générale dans la région, ce qui a poussé le gouvernement à demander à un conseil ministériel, c'était le 28 décembre 2012, pour parler de cette question de la pollution de baie de Monastir, et avec un engagement d'un travail en se basant sur l'étude de FTS. Et donc du coup, il y avait tout un plan d'action qui a été mis en place. Il y avait 8 millions de dinars à l'époque qui a été débloqué pour la première phase, et jusqu'à aujourd'hui, on fait des suivis pour finaliser
ce processus d'assainissement, d'aménagement de l'espace. Donc parfois, c'est très important de voir ces résultats. Il y a parfois des échecs, il y a parfois des réussites, mais il est très important aussi de mentionner que dans notre expérience aussi, durant ces 10 ans, on a réussi, peut-être entre guillemets, je ne peux pas utiliser le mot, mais au moins pas encadrer, mais à accueillir plus de 150 chercheurs, doctorants et étudiants du monde entier, pas seulement de la Tunisie, qui ont passé au moins des séjours qui entre 3 à 9 mois au sein de FTDS, et le résultat c'était sur leur master, sur leur thèse, sur leur policy brief ou leurs papiers qui ont été produits par FTDS. Aujourd'hui, on est dans une autre phase qu'on a commencé depuis un an, un programme de partenariat avec l'RMC et avec l'Institut français sur des bourses de master pour des étudiants de master de 3 universités, Tunis, Sousse et Sfax, en géographie surtout, et sur les questions liées à la pollution, à la question environnementale et à la question aussi de ségrégation spatiale, ségrégation sociale. Donc on est dans cette logique où on essaie de s'ouvrir aussi sur le monde universitaire, dans des logiques et des logiques bien définies, mais je considère que durant ces 10 ans, il y a beaucoup de découvertes pour moi, surtout des jeunes chercheurs. Il y a beaucoup de création d'espaces de convergence scientifique pour ces jeunes chercheurs qui ont été suivis aussi par les chercheurs seniors. Le suivi sur le contenu, soit aussi pour les collections, soit aussi pour l'orientation. Mais il y a aussi un débat qui a été créé, moi je me rappelle, ça fait plus qu'1 an, il y a un débat, un séminaire pour l'Université de Paris, où le sociologue qui est avec son séminaire, il a posé la question, sans inviter, sans qu'il invite la société civile, c'est quoi cette société civile qui produit du savoir en parallèle de la production scientifique universitaire? C'est comme si nous, on a créé un espace en parallèle, un espace pour lui concurrent, mais un espace pour lui qui manque de rigueur scientifique. Mais il a fait une journée, en fait, presque, il nous a jugé d'incompétents d'essayer de créer des canaux en dehors de l'université. Voilà, donc ça c'est par ça. En complément de ce qu'a dit Adair, je crois qu'il faut qu'on s'arrête un peu sur le FTDS. Adair, l'une des figures les plus emblématiques de ce forum, et Adair Talbi, je crois, comment dire, si on prend le FTDS comme labo, comme champ d'observation, je vais faire de la sociologie en direct du FTDS. Je vais balancer un peu, tant pis pour toi. Le forum des droits économiques sociaux initie de la recherche. Bien sûr, en faisant appel, on ne coupe pas à des universitaires. C'est évident. Mais en même temps, crée des structures d'accompagnement. Ça veut dire que pour répondre à la question redoutable que nous a posée Omar, que peuvent les sciences sociales, on a une sorte de microcosme qui s'appelle le FT2S et qui essaie de faire les deux, qui essaie de faire de la recherche, de l'accompagnement et faire en sorte que cette recherche serve, soit utile pour la société, peut-être pour l'État, pour les GTT. C'est assez incroyable. Je prends un exemple où le FTDS joue le rôle à la fois où il fournit de la connaissance, où il donne des outils de solution et qui n'est pas écouté. C'est pour ça qu'après la réponse à la question de Omar, on va voir à qui il faut la poser vraiment. Je donne un exemple, celui de la Harga, de ces jeunes qui vont à la mort et qui brûlent en mer. L'observatoire mis en place par le forum n'existe ni à l'UGT, ni à l'État qui s'en fout royalement, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, s'il y a un vrai gardien de Frontex, aujourd'hui, c'est l'État tunisien. Les copains du forum s'égousillent à dire voilà ce qui se passe, voilà les familles, nous on les accompagne, on les connaît. Et voilà des possibles solutions. Ça ne se fait pas.
Maintenant, effectivement, ce que fait le forum sur ce problème, il est incroyable. On est en train de faire un travail avec Ayman sur ça s'appelle les portraits sociologiques, des portraits sociaux et tout ça. À chaque fois, de quelque côté qu'on se tourne, il y a le problème de la halle. Ou c'est une mère qui évoque son fils, ou c'est le mec qui a les halal ou bidou, ou alors c'est le frère ou le père. Mais vraiment, de quel côté qu'on se tourne, la question de la halle, on la reçoit en pleine gueule. Les seuls qui scrutinent cette question, en termes de recherche, comme en termes de solution, c'est le FTDS. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ce travail-là de recherche possible, où sont mobilisés des universitaires qui scrutinent vraiment du travail de terrain, pour le coup, à la fois du savoir et de la politique, c'est clair. Ils ne font que ça. Ils touchent à ce moment effervescent où la question sociale débouche immédiatement sur la grande question politique. Ça veut dire, si j'anticipe un peu, je dirais à la question que peuvent les sciences sociales, je vais dire que peuvent les sciences sociales quand il y a des recherches sociales faites alors que l'État regarde ailleurs, ou tourne le dos, ou ne veut pas savoir. C'est ça le problème. Le problème que nous avons, à quoi sert un savoir lorsque l'État ne veut pas savoir, ne veut pas de ce savoir. Et on est exactement, à la limite, la réponse à la question, elle est extérieure aux chercheurs, quoi. Elle est transcendante, si j'ose dire. Donc c'est important de le savoir. Mauvais jeu de mots. Très bien. Merci beaucoup, Rada. Je pense que le panorama que vous avez dressé, non seulement il est complet, mais il est plein de scoops. Merci beaucoup de nous avoir autant nourri de détails un peu sur justement cette sociologie, comme tu dis, du monde associatif. Je voudrais juste ajouter une chose et vous donner la parole. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se joue beaucoup, je sens ce que vous dites, d'autant plus que cette histoire de concurrence est très forte en Tunisie. La Tunisie est un petit pays et c'est très important à dire parce que territorialement, socialement, etc., il est beaucoup plus sujet et beaucoup plus victime de ce que j'appelle l'esprit villageois. Et donc, cet esprit villageois, aujourd'hui, 12 ans après, vous savez, si on était en Algérie, si on était dans un autre pays, peut-être que les choses ne seraient pas du tout de la même ampleur. Mais la petitesse, ce mot qui me vaut tellement d'ennemis en Tunisie, et ailleurs, je pense, cette petitesse du territoire, ce pays, etc., aujourd'hui aussi joue pour cette histoire. C'est pas, dans le monde universitaire, c'est pire que dans un tout petit monde de Lodge, c'est pire. Je veux dire ça, il faut qu'on se le cultive. Et l'autoritarisme, dans ce petit pays, rend la concurrence non seulement cruelle, mais assassine. C'est pas du tout comme en France. C'est pas du tout comme aux États-Unis, il y a d'argent. La concurrence en France, tu vois les chapitres, tu vois les ennemis, les gens peuvent travailler. Aux États-Unis, la concurrence sécrète de la puissance intellectuelle. Bonne ou mauvaise, n'en parlons pas, mais elle sécrète la concurrence. Aux États-Unis, sécrète de la concurrence intellectuelle. La concurrence intellectuelle sécrète du travail et quelques deniers en France, puisque je connais ces choses-là. Chez nous, c'est un retour, c'est de la cible qui retourne sur la vie universitaire. Je ne sais pas sur la vie c'est la même chose. Moi, je veux poser sur la table cette histoire de dimension du pays et du pouvoir de l'autoritarisme et de l'empreinte de l'autoritarisme dans l'université et dans la vie associative, parce que ça, c'est quand même aussi culturellement parlant les suites de l'autoritarisme qu'on se coltine 12 ans après. Voilà. Le pays est trop petit, les gens se détestent trop, il n'y a pas d'espace. Et partir au golf, voilà, c'est moins facile de partir en France, aux États-Unis désormais, parce que tu es capté par qui veut. Tu ne pars pas, tu es capté. C'est pas la même chose. Mais au golf, tu pars. C'est pas du tout la même liberté de chercheur. Et c'est pas du tout le même pouvoir de l'argent. Et donc, ce n'est pas le même retour. Voilà, je reviens à mon poste d'universitaire, parce que vous avez parlé de la société civile et d'universitaire permanent. Quand tu es posté à l'université, le pouvoir d'argent n'est pas le même. Moi, j'ai l'habitude de la pauvreté, hein. C'est pas mon problème. Je sais que l'État est pauvre en Tunisie, je sais que la recherche publique est pauvre, mais il y a quelque chose de pire qui se pose aussi de ce point de vue de la petitesse de l'espace
et aussi de la, comment dire, et c'est pas seulement l'État qui est pauvre. Voilà, on a l'habitude de la pauvreté. Voilà, je vais vous passer la parole parce que j'ai réagi à l'un et à l'autre, parce que à cause de vos tableaux qui sont effectivement très fortement nourris de ce qui se passe et qui, moi, pourraient m'aider peut-être à avancer un peu plus. Qui veut la parole? Hichem a parlé des gens qui sont utilisés par l'associatif. J'en fais partie, je crois. Je voulais juste faire 3 remarques très très brèves. La première, c'est que je crois que tu as bien souligné le fait que si les associations remplacent en quelque sorte la recherche publique, celle-ci n'existe pas. C'est-à-dire que c'est très important de dire, moi de la mémoire, je ne me rappelle jamais avoir fait une recherche avec de l'argent public. Jamais. Aucun terrain avec de l'argent de l'État, de l'université. Ça a été toujours soit le COPLA, soit je sais pas quoi, soit le CRDI, une association, un organisme canadien, une ONG canadienne, etc. Je crois que cette absence, d'ailleurs, on parlait hier à Sarachir, de structuration du milieu et du champ de la recherche fait que, voilà, on remplit les trous par d'autres moyens, on essaie de se débrouiller par d'autres moyens. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que je crois que la recherche dans l'associatif a un sens particulier pour les chercheurs eux-mêmes, même s'ils sont universitaires par ailleurs. Ça leur permet d'avoir un positionnement médian, intermédiaire, entre l'action politique, autrement dit, le fait de s'engager dans la politique politicienne, et de jouer un rôle de citoyen. Je ne pense pas qu'une bonne partie des collègues qui ont accepté à un moment donné de faire des enquêtes avec la chaise ou avec le forum, tout ça, l'ont fait uniquement pour l'argent. Ils l'ont fait aussi parce que ça leur permet d'avoir cette posture qui leur convient, qui sert à la fois de servir des causes, quelque part, mais en même temps de ne pas être exposé, je dirais, à la politique dans sa violence. Voilà. C'est quelque chose de très, très, très... Troisième remarque par rapport à ce que tu as dit, Hichem, à la fin, sur l'argent des associations. Alors, l'argent n'est jamais toujours ça, c'est pas nouveau, et je crois que même lorsque cet argent ne passe pas par les associations, il n'est jamais innocent. Moi, j'ai commencé ma carrière en créatif, je voyais passer des projets, pneus, FNUR, tout ça. C'était toujours avec énormément je dirais, de contraintes au niveau de la manière de problématiser les choses, au niveau des concepts. C'était vraiment des concepts clés en main, qu'on livrait le développement durable, je ne sais pas moi, la santé de la reproduction. C'était des choses réellement fermes. Et j'ai l'impression quand même que le fait que l'argent passe par l'associatif pourrait être un vecteur de liberté, le contraire, pour le chercheur. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Moi, par exemple, là, l'enquête dont on vient de parler, Hichem, m'a permis surtout d'expérimenter, je dirais, un autre dispositif méthodologique, faire des portraits, aller un peu plus dans la recherche qualitative que j'ai toujours faite, mais là, vraiment, je dirais, avancer d'un cran dans ma démarche, etc. Et je aller aussi confirme cela. Je crois que la recherche par les associations permet d'attaquer les sujets qui restent quand même non couverts par la recherche officielle, reconnue, la recherche, je dirais, bien pensante, voilà. Enfin, le fait de travailler sur le harta, mais pas uniquement ça. Qui maintenant oserait travailler, je dirais, sur les mouvements sociaux, à part le forum ou à part des associations? Personne. C'est pas quelque chose qui intéresserait, d'accord? Je crois que il y a toujours, bien sûr, le pouvoir de l'argent qui est derrière ça, on ne pourra pas s'en défaire, je veux dire. Mais il faut aussi voir la moitié pleine du verre quelque part, c'est que ça permet aussi d'aborder des questions qui sont rarement abordées. Voilà, merci. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un échange. Et puis, si vous voulez prendre la parole, levez le doigt, je vous vois. Je vois Herbert, toi. Dans l'ordre Herbert et toi. D'accord? Juste, je veux revenir à ce qu'a dit Aïdel sur la question. Moi j'ai un exemple de FTDS simple. 70% des publications de FTDS sur la question migratoire faites par des chercheurs à titre volontaire pour la FTDS. Parce que, pour la simple raison, la FTDS ne trouve pas de financement sur la question migratoire parce qu'elle paie la facture de ses positionnements politiques. Donc aucun bailleur de fonds ne veut financer la FTDS sur la question migratoire. Et du coup, cette relation de confiance, cette relation parfois de visibilité, hein, parce que nous aussi, si le chercheur travaille avec FTDS, c'est sa publication, c'est lui qui
qui doit confronter les médias, c'est lui qui doit confronter aussi les chercheurs dans le table ronde. Donc, au moins, on garde une certaine visibilité, mais quand même, je dis qu'il y a une forme de solidarité entre ces chercheurs et la FTDS sur la question migratoire. Deuxième point, et ça c'est aussi au terme, je parle d'une forme aussi parfois de l'ingérence des institutions internationales, et je peux prendre la question de la justice transitionnelle comme exemple. Nous, comme FTDS, on a décidé de travailler sur les régions victimes et d'interpréter à notre manière l'article 10 de la loi relative à la justice transitionnelle et partir que parmi les causes profondes de la révolution, c'est la question sociale, et partir sur la question de la région victime. Et on a choisi à l'époque Kasserine pour plusieurs raisons, parce qu'au début on est parti sur GAFSA, mais vu il y a plusieurs contextes où on est parti sur Kasserine. Moi je me rappelle très bien, c'était le but qui finance tout le travail de l'État, soit en termes d'accompagnement technique, soit aussi en termes d'accompagnement financier. Il y avait un blocage total de la part de l'UD pour que l'ERD ne reconnaisse pas la dimension sociale de la justice transitionnelle. Et ils dit clairement, nous on a un modèle, c'est nous qui finançons. Il y a un modèle, donc il faut partir sur la question de torture, il faut la question politique, mais pas la question sociale et économique. Donc on a fait, honnêtement, on a fait le forcing. À l'époque, on a fait le forcing, on a dit qu'on va déposer, et l'IVD ne veut pas prendre, ne veut pas accepter et dire que ce volet n'a pas de sens dans la question de la justice transitionnelle en Tunisie. Un pas de faire qu'on a réussi, parce que quand on a préparé le dossier de la région victime, moi je me rappelle très bien, il y avait le narratif et la saisine, c'était plus 70 pages, mais la matière avec, c'est-à-dire les annexes, on avait plus que 1500 pages d'annexes, y compris des thèses de doctorat, y compris des tableaux de recherche, qui a pu vraiment consolider notre dossier. Donc, à la fin, on a trouvé la réponse dans le rapport final. Il y a plus de 400 pages sur la question sociale et économique et sur les questions de recommandations liées à la question sociale et économique. Donc, c'est parfois, et ça, je le mets aussi par rapport au financement des associations en Tunisie, il y a toutes les formes de financement possibles. Il y a le bailleur qui te donne et qui t'oriente et qui t'oblige à travailler sur des questions ou des recherches ou des activités ou des recours. Je donne un exemple, moi je me rappelle très bien sur la question des violences à l'égard des femmes. J'ai trouvé des associations qui travaillent sur la violence à l'égard des femmes, violence conjugale, à Tbata, où il amène les femmes avec Rambina pour juste assister à ces séances. Et la séance de clôture, c'est alors les femmes, d'abord des femmes matures, ils ont des procès en route, et à la fin, voilà une forme de comment répondre à la question de cette violence par la culture, avec un penseur et avec la science. J'ai découvert après que ces outputs sont des outputs peut-être de notre pays scandinave, n'a rien à voir avec la Tunisie, mais c'est ça aussi, c'est un problème, c'est parfois on cherche l'argent juste pour l'argent. Il y a un deuxième financement où il y a un accord sur moi je veux travailler sur la question de justice sociale, du droit économique. Il y a un bailleur qui accepte donc ce que tu as proposé clairement, et bien sûr ça va impacter après à ce qu'on appelle la dépendance de tes activités. Il y a un troisième où tu imposes ton projet, et tu imposes ta vision, et c'est pas facile ça, il faut avoir mais aussi parfois tu décides de ne pas travailler avec tel organisme ou tel organisme, mais en contrepartie, tu vas financer ça, ou bien tu vas continuer ton travail. On l'a fait nous sur la migration, en base des volontaires, en se basant aussi sur des amis parfois, en se basant aussi parfois sur voilà, des connexions avec d'autres partenaires. Et parfois, je dis clairement, j'ai un projet sur la question environnementale, et je dis d'ailleurs, j'ai 10% que je vais donner pour la migration parce que je n'ai pas d'argent sur la migration. Et je lui dis clairement, je négocie ça clairement dès le début. Donc, pour cette raison, moi je le dis à la fin, pour juste finaliser avec la question de l'argent et des financements,
je pense que la société civile, c'est pas encore homogène. Il y a des sociétés civiles. Et c'est comme tout, parfois, tout corps de métier, donc, et comme tout organisme, comme tout secteur, c'est au pluriel. Et on ne peut pas dire que toute la société civile vraiment elle est indépendante, comme on ne peut pas dire que toute la société civile elle fait ce que demande le bailleur. Merci beaucoup. Allez, vous voulez bien. Peut-être qu'on prendra ta question et celle en même temps, comme ça on marque le temps en attendant. Peut-être que c'est Marie. Je suis un peu dans un entre-deux, je suis un universitaire. Disons, j'ai le statut d'universitaire d'enseignant-chercheur, beaucoup enseignant, très peu chercheur en fait, et j'ai un pied dans la société civile aussi, mais il me semble à vous entendre, même en tant que, disons, citoyen qui s'intéresse un peu à la vie politique en Tunisie, je pense que les prétentions, justement, de la recherche académique à être légitimantes, etc., elles sont totalement dépassées dans ce qui se passe concrètement. Déjà, le savoir produit par l'institution universitaire a toujours été confidentiel, pour commencer. C'est un savoir qui est valorisé pour essentiellement des raisons de carrière, dans un entre-soi, par des pairs. Ce qu'ont apporté les ONG dans les recherches qu'elles ont entreprises depuis 2011, pas toutes les ONG évidemment, mais il y a quelque chose qui fait que, pour aller vite, on connaît mieux la Tunisie. Le citoyen ordinaire qui n'est ni universitaire, ni sociologue, ni anthropologue, connaît beaucoup mieux la Tunisie parce que je pense que nous avons deux exemples un peu paradigmatiques d'ONG qui sont sérieuses, qui sont crédibles et qui sont devenues légitimes aux yeux du public et un peu avertis. Donc le savoir circule beaucoup plus rapidement, à plus grande échelle, et puis il y a quelque chose qui fait que lorsque Alep publie une étude du FTDES ou la synthèse d'une étude que je lis qui renvoie à une autre étude, ça va très vite et je suis beaucoup plus disposé à prendre cette recherche au sérieux que si j'étais allé chercher dans une revue spécialisée en sociologie une étude faite en 1984 par un sociologue sur le bassin minier. Donc je pense que la société civile n'a pas à être dans cette posture de justification systématique qui évoque. Et puis la question du sérieux ou du non-sérieux ou des ONG à coquiner avec l'Occident, dans tous les cas, ces accusations seront toujours là. Ce qui va faire la différence, c'est le sérieux, ce qui est produit. Donc je pense que l'essentiel, c'est de continuer à travailler en essayant, en accord avec les valeurs qu'on défend par la suite. Ce qui est sûr, c'est que il est indéniable que moi, en tant que citoyen tunisien, un peu averti, j'ai l'impression, grâce aux recherches faites par la société civile, et c'est des simplement que je recherche, le monopole de la recherche, j'aime le monopole de la recherche, études. Elles sont beaucoup plus. Donc, elles servent à quelque chose. Genre le thème, justement, l'idée, c'est qu'à l'APAL, c'est une circulation moins confidentielle, moins dans un entre-soi de la connaissance qui est produite sur un pays comme la Tunisie. C'est une connaissance qui émane de terrain, de différents terrains. Voilà. Merci, Hervé.
quelqu'un d'autre, comme ça on compacte un peu. Levez la main. Non, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, merci vraiment beaucoup pour les témoignages que vous avez donnés. Ça rend effectivement très modeste. Moi, je suis enseignant-chercheur en France et je ne travaille pas avec des associations, effectivement, parce qu'il y a relativement, comme disait Asma, un secteur de l'enseignement supérieur avec la recherche qui est extrêmement menacé. On est piétiné, humilié, en permanence par nos profs ministres. Je me rappelle toute la polémique sur, qui n'est pas une polémique en fait, qui a été un problème public de l'islamo-gauchisme, dont certains d'entre nous pâtissent et ont pâti et pâtiront encore demain. On a plein d'autres problèmes, mais effectivement, je voulais vraiment dire plusieurs choses. La première, c'était merci beaucoup pour le travail que vous faites, parce que moi, en tant qu'enseignant-chercheur qui travaille sur les mouvements sociaux, les révolutions, les mobilisations, etc., les associations que vous portez, que vous représentez, sont extrêmement importantes, comme vous l'avez dit, pour les étudiants qui viennent ici, puisqu'il n'y a pas, il faut que l'État est complètement affaibli, de structures qui permettent de les accueillir et de faire le lien entre leur demande et la réalité du terrain. Ça c'est une chose, parce que ce qu'il y a par rapport à la question centrale qui était que peuvent les sciences sociales après 2011, vous l'avez dit d'une certaine manière, à la fois on était, je vous le mets dans le lot, derrière les mouvements sociaux, les mobilisations, les protestations, à courir derrière eux, parce qu'en fait, ils nous ont dépassés de loin et qu'on n'avait pas vu venir, et que même ceux qui sont prenés pour des intellectuels organiques sont aussi complètement dépassés, donc on a essayé de comprendre. Merci beaucoup pour cette discussion, et merci aussi vraiment, là pour le coup je parle sur ce parallèle qui a vraiment été pour moi en tout cas, qui m'a vraiment permis d'avoir une documentation au moment où je faisais ma thèse. Donc déjà, merci de permettre à des chercheurs de pouvoir se documenter tout ce qui est très difficile. Maintenant, parce qu'on a vraiment très peu de centralisation des données, très peu de statistiques, etc. Donc réellement, la FTDES, en tout cas pour moi, a joué un rôle central quand j'avais besoin de données très claires et d'avoir des éléments très clairs. Donc parler, je connais déjà la présence pour accepter les entretiens aussi, ce qui n'est pas rien, de s'entretenir avec des jeunes chercheurs, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui comptent en fait quand on produit de la recherche. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup répondu à la question de ce que peut la société civile à la recherche, finalement, plutôt que l'inverse. Et bon, moi, je vais peut-être faire un petit pas de côté, si vous me le permettez, parce que je sais que la discussion n'est pas allée dans ce sens-là. Mais je ne peux pas mentionner la cacophonie ambiante qu'il y a depuis les dernières élections, entre autres, etc. Et aussi, honnêtement, une inaudibilité de certains chercheurs, des chercheurs aussi qui se font prendre à partie, parce que justement, il y a, disons, une éthique du débat que la recherche pourrait effectivement amener, mais qui n'est pas là. Et je reprends vraiment le terme de Jocelyne Darlet. Je me permets, il y a quelques années, on s'était posé la question au sein de son séminaire de ce que pouvaient les chercheurs pour la société civile. Et on en était sorti avec l'idée qu'effectivement, dans la cacophonie ambiante et l'urgence de trouver des réponses, c'était très difficile pour les chercheurs d'être audibles, en tout cas, et d'apporter une certaine nuance, mais qu'on pouvait au moins essayer d'avoir cette éthique du débat, cette éthique de la nuance, et tenter d'amener autant que faire se peut dans le débat public. Donc, vraiment, si on peut avoir, moi j'aimerais beaucoup vous entendre sur cette question-là. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs tunisiens qui se sont fait harceler les derniers mois avec les prises de position par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et ça fait aussi partie de la question de la place de la recherche, de la place des chercheurs, de la parole, il me semble, et de cette parole-là dans la société civile aujourd'hui. Donc vraiment, si je peux vous entendre aussi en tant que citoyen tunisien qui vivait en Tunisie, ce que vous en pensez, ce serait très salutaire. Merci. Qui encore veut prendre la parole? Je vais peut-être répondre la première, parce que je suis interpellée en tant que chercheur tunisienne. Ce qu'on appelle aujourd'hui immobilité, c'est juste pour sauter un peu plus. J'essaie de répondre le plus honnêtement possible à ta question. Ce qui est appelé aujourd'hui, à mon avis, immobilité, c'est juste que la cacophonie descend un peu, et non l'inverse, à mon avis. Parce que
jusqu'en 2021, il y avait beaucoup plus de bruit et comment dire, pas un débat, deux positions, grosso modo, c'était pas un débat. Donc ça c'est pour peut-être répondre, mais vraiment je réponds spontanément à ta question. Je crois qu'il y avait plus de débats, mais je crois qu'il n'y en avait pas tellement plus que ça à l'université. Donc il ne peut pas y en avoir plus à l'université, puisqu'il n'y en avait pas depuis 2011, pas plus qu'avant 2011, ou à peine plus, puisque justement, je pense qu'à l'université, elle s'est vidée de sa fonction de débat à l'extérieur, parce qu'il y avait de l'air, on pouvait parler, etc. Je parle différemment de Hichem et de Alep, parce que précisément je parle que de l'université. J'aurais bien voulu qu'on entende s'il ne peut pas venir ou l'autre fille. Voilà, je ne représente pas l'université, je réponds spontanément à ta question. Il n'y avait pas plus de débats à l'université. Il y a eu, je pense, une année ou deux où il y avait des choses extrêmement importantes, et pas tellement en sciences humaines et sociales, c'était en lettres, en littérature, paradoxalement, arabe, française et anglaise, je les ai vues. C'était beaucoup plus neuf, c'était beaucoup plus important, c'était beaucoup plus inventif. Il y avait des choses dans les espaces de cinéma, etc. Pas tellement dans les sciences humaines et sociales, parce que précisément, voilà, les gens étaient ailleurs et ils débattaient ailleurs. Voilà, c'était pas pour dire, c'est pas pour dire. Donc, moi, je ne suis pas du tout sur le constat que depuis 2021, les gens parlent moins aussi immobiles. Voilà, je pars de là. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est dans cette dichotomie peut-être de l'opinion, de l'avancée, etc., on y reste, même après 2021. Ça n'a pas fondamentalement changé, être pour ou contre Palestine, c'est anecdotique pour moi. Les gens s'échappent, c'est non, c'était la même chose. Voilà, donc on est d'accord. Moi je crois même, voilà, on est d'accord, c'est libre. Donc moi je pense qu'il n'y avait pas tellement plus de débats. Il y avait 5000 personnes qui parlaient plus entre elles avec Facebook, de choses qui pouvaient se passer. C'est pas ça le débat, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas du tout la même chose. Je pense que voilà, c'est ça le problème, c'est que cette demande, voilà, j'aime pas les formules, mais cet apprentissage du débat, il a commencé effectivement, mais il a commencé en dehors de l'université. C'est ce que nous disent en fait Hichem et Alep. Cet apprentissage du débat, de la recherche et des résultats a donné des fruits et les a donnés en dehors de l'université pour nous. C'est un gain pour la Tunisie, pour l'université, pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas tellement à l'université. Au contraire, pour moi, sans du tout que ce soit immobile, parce que je ne dis pas que c'est immobile, je me dis que maintenant, il faudrait en fait que l'on s'occupe de l'enseignement et de la recherche ici, parce que c'est une urgence. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai essayé de répondre de la manière la plus rapide possible à tes questions et en fonction de la manière dont tu l'as posée. Arbel, tout à l'heure, il a parlé de l'entre-soi des universitaires et tout ça. Moi, tout à l'heure, on donnait l'impression de faire un plaidoyer pro domo, hein, nous, les associatifs, on est aussi forts que les universitaires, etc. Je crois que là, maintenant, je vais essayer d'aller dans le sens inverse, peut-être. Il y a un entre-soi chez les associatifs aussi. Il y a des effets pervers, effectivement, de cette ONGisation de la recherche, et qui a ses risques, bien sûr. Je vais peut-être prendre deux figures qu'on pourrait évoquer, aussi bien chez les universitaires. Moi, je connais un mec, un bonhomme, qui est quand même directeur d'une institution prestigieuse de recherche et qui fait de la propagande tous les jours dans la télévision nationale. C'est accablant. C'est vraiment minable. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne vois pas la réflexion. Non, mais c'est vrai que autant on est guetté par ces formes perverses que peuvent être la tentation politique, autant chez les associatifs aussi, l'entre-soi est là, et effectivement, la réflexivité dont je parlais, c'était comment désenclaver ces petits savoirs que nous accumulons. Et c'est vrai que la question n'est pas facile, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde associatif, comme ailleurs, il y a
au populisme ambiant de Carthage à Béchir, il y a un populisme savant. C'est vrai que tout à l'heure, monsieur, très respectable et tout ça, disait carrément, vous êtes, la société civile est dévoyée et elle va à l'argent, le mec il est au golf, elle va à l'argent de l'extérieur, de l'Europe. Voilà, cette perversion-là, cette menace-là, elle guette tout le monde, hein, personne n'est épargné. Et c'est vrai que c'est facile aujourd'hui de tenir un discours qui disqualifie la recherche au nom de la recherche. Qui dit, bon, ça sert à quoi? Pourquoi on fait ça? Après tout, c'est pour meubler les rayons des bibliothèques associatives ou pour jeter du papier dans les sous-sols. Bien sûr qu'on vit parfois un certain désespoir, je dois le dire. Je vous donne un exemple récent. Hein. On était en train dans un entretien, dans le cadre de la grande enquête qu'on fait avec Karimel, je discutais avec une femme, qui m'a dit à la fin, vous savez, la question finale, comment vous voyez l'avenir, tout ça, c'est ce bateau. Dit, je veux que c'était très typique. Je veux que le commerce, que les frontières avec l'Algérie s'ouvrent de nouveau, que nos petites affaires reprennent à Ouadsou, c'est du côté de Gbeli, que mon fils, fasse ses papiers, que Kais Saïd soit président à vie et que tous ses adversaires périssent. Mais tu te dis, mais comment faire face à ce désespoir-là qu'on a en pleine... Et en même temps, comment faire de la vieille idée qu'on va dire la parole démocratique, ça finira par prendre quelque part. Tu te dis, mais on fait de la recherche, mais pourquoi? Mais en même temps, tu n'as pas d'autre choix que de faire le geste de... On reprend, on fait ce qu'on peut. Hein, à la question que peuvent les sciences sociales en situation où le populisme disqualifie, tente d'effacer toute vocation pour le savoir, il n'y a pas d'autre terme que de dire résister à la petite semaine, quoi, comme pour tout. Voilà. Cela beaucoup de la question de ces acteurs sociaux qui sont déjà soit des gouverneurs aujourd'hui, soit aussi dans les cabinets des ministères, des différents ministères. En fait, nous, on a remarqué ce glissement vers le monde politique depuis 2018, lors des élections municipales, où, si on se rappelle très bien, il y a eu beaucoup de listes indépendantes. Il y a beaucoup d'acteurs sociaux à l'époque qui ont cru aussi à un certain changement lié à la décentralisation, à la question de la collectivité locale, et à la question le développement régional. Et après, petit à petit, c'est vrai, comme j'ai dit, nous, tout le travail qu'on a fait depuis 2015 avec les universités d'été chaque été, avec les formations, avec aussi le congrès annuel des mouvements sociaux, a créé des leaders qui, d'abord, a créé des leaders, a convergé des questions, par exemple, sur la question, comme j'ai dit, sur le chômage, où il y a eu des formes de coordination nationale avec des acteurs de plusieurs gouvernements. Donc, deuxième constat, c'était lors des élections 2019 présidentielles, où on a compris qu'il y a des tendances dans les mouvements sociaux. Et le 25 juillet, c'était la première semaine, on a remarqué qu'ils ont décidé déjà de faire une forme d'amnistie sociale et donner une chance. Et nous, on a fait vraiment, je me rappelle très bien, la première semaine, la deuxième semaine après le 25 juillet 2021, on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces acteurs sociaux. Donc, faire une amnistie sociale dans une situation catastrophique par rapport soit à la question sociale, économique, sanitaire et tout. Il y avait quelqu'un qui laissait la vie, il ne faut pas partir de la confrontation avec les mouvements sociaux, ils ont le droit de choisir. Et on le donne un rendez-vous après 9 mois ou 7 mois. Et c'était le cas, parce qu'on a commencé à l'époque à préparer le congrès des mouvements sociaux et la société civile. Et ça, c'est le premier moment, depuis 2011,
qu'on travaille sur la question de la convergence des luttes. Parce que depuis 2011, notre problème, c'est quand tu travailles sur la question sociale, tu n'auras jamais les acteurs qui travaillent sur les libertés individuelles, sur la question de la démocratie, sur la question des institutions, sur la question de la transition démocratique, comme si la question sociale ne les concerne pas. Alors que, au contraire, quand eux font appel à une action commune, ou bien à communiquer, ou bien à travailler en commun, nous, on part avec. Mais notre constat après 10 ans, on a dit qu'on ne peut pas continuer chacun de nous travailler tout seul, donc il faut converger. Donc on a fait donc on est parti, la première semaine, deuxième semaine, presque la quasi-totalité des acteurs sociaux, des mouvements sociaux sont clos à SAI à 100%. On est arrivé en octobre à avoir 70% seulement. On est arrivé à décembre à 30%. Mais octobre, c'était clair que le clan déjà qui est parti après pour chercher des postes, il a essayé de rendre ce processus en se basant pas seulement, il n'a pas évoqué des questions politiques ou bien pouvoir critiquer le système ou bien qu'il faut croire encore à la révolution ou bien qu'il faut sauver la démocratie ou bien qu'il y a des dérives autoritaires. Non, ils ont refusé clairement la question de la convergence des luttes. C'est pas notre place et on va quitter. Et donc nous on a continué avec les acteurs de deuxième rang, troisième rang, jusqu'au qu'on est arrivé à décembre. Eux ne sont pas là, mais après ils sont nommés partout. Ils sont nommés partout, pas pour répondre, parce que moi je suis toujours des retours par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, pas pour répondre à leurs convictions, soit sociales, économiques, politiques, mais pour trouver un espace, pour trouver un poste, ou bien pour satisfaire son niveau politique. Donc du coup, il y avait cette fracture dans les mouvements sociaux. On n'a pas réussi avec la fracture aussi de la société civile, il faut l'avouer aussi. Donc, aujourd'hui, tu es dans un constat bien clair, c'est qu'il faut réunir les acteurs sociaux, il faut réunir les acteurs de la société civile, il faut recommencer à identifier de nouveaux acteurs, il faut trouver des acteurs qui ne sont pas des acteurs pas classiques, comme on dit. Nous, on va préparer début octobre une grande marche des femmes ouvrières dans le secteur textile, dans le secteur agricole, qui vont venir de toute la Tunisie. Et ça sera la première marche de ces femmes à Tunis. Et ça va être la première étape pour la création d'une coordination entre ces femmes ouvrières, en se basant surtout sur les femmes de Julienne qui sont fortes sur le plan politique et sur la réflexion politique. Et ça, c'est une découverte énorme pour nous. Et donc, trouver de nouveaux acteurs. Ce qui est très important à essayer de remarquer, que les acteurs sont au féminin, les nouveaux acteurs sont au féminin. Il y a beaucoup d'acteurs femmes. Et ça, c'est l'émergence de cette forme d'activisme au féminin dans les espaces lointains de Tunis, c'est-à-dire, je parle de Sidi, je parle de Trouel, je parle de Jadouba, je parle de Kef, je parle de Jbélien, avec d'autres acteurs aussi qui sont les pêcheurs, qui sont accusés aujourd'hui d'être passeurs sur les phénomènes migratoires, qui sont la plupart des acteurs des pêcheurs qu'on le connaît, ils partent chercher les poissons avec les gilets de sauvetage et avec une mission militaire bien claire, ils croient à la chose et répondent aussi à leurs besoins. Donc la création, je pense que même les acteurs de terrain dans les nouvelles la Tunisie, après le 7 décembre prochain, il y aura ces nouveaux acteurs, les femmes, il y aura des pêcheurs, il y aura d'autres acteurs qui sont intéressés. On ne trouvera pas, à mon avis, forcément des acteurs qui cherchent juste l'employabilité, ou bien cherchent juste le recrutement dans le secteur public, ou bien cherchent d'autres choses. Je pense qu'il y a des changements dans la phase la prochaine. Merci. Je regarde l'heure. On a encore un petit moment, si vous avez des interventions, vous voulez dire quelque chose, sinon, merci beaucoup, c'était super pour moi. Dommage qu'il n'y ait pas eu des copains. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres historiens purs, chimiquement, enfin des SHS chimiquement purs,
Mais je vais excuser au moins Sly parce qu'il s'est trompé. Et je ne sais pas si je peux excuser le Ness parce qu'il ne me répond pas au téléphone. Voilà, je suis désolée, mais je trouve que le débat quand même a été très riche et merci beaucoup d'avoir été là pour échanger avec nous. Merci.